tous dans ce nouveau live Pharmacie Lange. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour parler des grandes thématiques du métier de pharmacien. Et parmi les sujets importants de la profession, il y a bien évidemment les activités de recherche et de publication qui permettent de faire avancer la pratique. Et pour parler de ce sujet, nous sommes en compagnie de Sébastien Faure, professeur de pharmacologie et doyen de la faculté de pharmacie d'Angers. Et vous êtes également le responsable pédagogique du master valorisation de la recherche officinale. Bonjour Sébastien. Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir. Et bien évidemment, on est en compagnie d'Aurélie Pasquier, notre responsable communication chez Pharmacie Lange, qui va nous accompagner pendant ce live et qui va aussi relayer vos questions sur le chat. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc tu l'as dit, Romain, je suis Aurélie Pasquier. Je m'occupe du marketing, de la communication et du digital chez Pharmacie Lange. Alors, si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien, si pour vous protéger la sécurité de vos patients et celle de vos données est votre leitmotiv, si vous êtes sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, sachez que Pharmacie Lange est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les acteurs de la pharmacie. On regroupe déjà plus de 2100 abonnés, pharmaciens et étudiants en pharmacie, et on compte plus de 40 partenaires experts de la pharmacie qui nous ont rejoints. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet. Nous proposons des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes avec la confidentialité en plus. Tout est très simple et intuitif d'utilisation. Pharmacie Lange, c'est aussi, comme aujourd'hui, l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointre, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et je vous invite à rejoindre Pharmacie Lange tout de suite après pour notamment télécharger la présentation. Merci Aurélie pour cette présentation très complète. Alors Sébastien, commençons par la première question. Sommes-nous une profession qui de manière générale est orientée vers la recherche scientifique avec une vraie culture de publication? Alors, tout dépend de quelle profession on parle. Si on parle du pharmacien en général ou si on parle du pharmacien d'officine. Pour l'officine, très clairement, non. Il n'a échappé à personne que quand on rentre dans une pharmacie, on voit différentes choses, on va chercher des médicaments, mais il est quand même rare qu'on vous propose de participer à un projet de recherche et d'être inclus dans une étude scientifique, évidemment. Et pourtant, finalement, l'officine produit des données tous les jours qu'elle envoie à l'assurance maladie qui servent à alimenter d'immenses bases comme le SNDS, par exemple, ou le SNIRAM, enfin, des bases très, très consultées pour différents projets de recherche qui donnent lieu à des publications très différentes, mais dont les pharmaciens ne sont pas les auteurs puisque ce ne sont pas eux qui exploitent ces bases de données. Donc finalement, les pharmaciens font un peu de la recherche sans le savoir, comme M. Jourdain faisait la prose sans le savoir lui-même. Et finalement, c'est un peu dommage puisque l'officine qui est en lien direct avec la population, avec des patients en particulier, ne peut pas utiliser ces données qu'elle produit et pourrait en récolter bien d'autres finalement pour évaluer tout un tas de dispositifs, notamment les nouvelles missions par exemple, ou même des médicaments en vie réelle. Enfin, le champ des possibles serait très très important, ne serait-ce qu'avec les données existantes aujourd'hui qui sont utilisées par d'autres ou même revendues à des sociétés qui utilisent ces données à des fins le plus souvent commerciales, mais qui pourraient aussi servir à faire augmenter le niveau de connaissance pour finalement améliorer la santé des patients. Alors vous l'avez dit, les pharmaciens, notamment d'officine, produisent tous les jours un certain nombre de données, mais ne les exploitent pas forcément à leur titre professionnel. Pourquoi, selon vous, l'officine n'arrive pas à franchir le pas et à produire ses propres travaux scientifiques? Parce que déjà, il faut, je pense qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'il faut être formé à ça ne s'invente pas. Et il faut aussi, je pense, en comprendre et voir l'objectif. Pourquoi faire finalement et ça pose clairement aussi la question du mode de rémunération et du mode économique des officines. Aujourd'hui, pourquoi une officine ou un pharmacien d'officine irait passer du temps à participer à un programme de recherche qui va être très consommateur de temps, alors que le temps, on sait bien, est de plus en plus compté pour tous, et lui ferait presque perdre de l'argent et fuir les patients.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équation, elle n'est pas du tout en faveur du développement de cette recherche qui pourtant est une condition probablement indispensable pour améliorer derrière les connaissances et donc les pratiques dans une des professions. Et ça, clairement, ça pose pour moi la culture de l'évaluation elle-même que nous n'avons pas en France. En France, dès qu'on parle d'évaluation, on s'imagine un contrôle et pas apprentissage et acquisition de connaissances nouvelles pour progresser dans un domaine, à la différence des pharmaciens québécois, par exemple, qui, lorsqu'ils mettent en place des nouvelles missions, commencent d'abord par évaluer sur un groupe expérimental ce qu'ils souhaitent mettre en place et ensuite vont voir les pouvoirs publics en leur disant clairement voilà ce que l'on a testé, voilà nos résultats, on diminue les hospitalisations, on diminue les frais liés à tel ou tel type de complications. Et donc, si vous voulez qu'on étende ça de manière plus globale à l'ensemble de la province ou du pays, eh bien, il va falloir nous rémunérer de telles sommes qui, au final, nous fera nous gagner de l'argent, certes, pour faire un métier utile, ce sera utile pour les patients en termes de santé publique, et ce sera aussi utile pour les finances publiques, où on fera, in fine, des économies dans ces dépenses-là. Et donc, pour eux, l'évaluation, elle est avant tout vue comme un progrès pour s'améliorer avec un objectif commun qui est l'intérêt du patient et de la collectivité. Pour nous, en France, l'évaluation, et on voit bien depuis notre plus jeune âge avec les examens où quand on a fait une faute, on enlève un point et au bout d'un moment, on arrive à 0 et on ne valorise pas finalement ce que l'on fait déjà et ce qui est bien, mais on va essayer d'aller pointer ce qui ne va pas pour entraîner plutôt une sanction. Donc, évaluation, recherche, c'est plutôt une sanction, alors que ça devrait être au contraire une montée dans la pyramide des besoins pour atteindre les besoins suprêmes et essayer d'améliorer à la fois nos pratiques, faire un travail qui soit peut-être plus enrichissant et au final dans l'intérêt collectif. Alors, on le comprend bien, il y a tout ou quasiment tout à faire en France. Moi, je voudrais revenir sur un point intéressant. Vous avez parlé du modèle économique. On voit bien qu'aujourd'hui, la pharmacie d'officine est en train d'évoluer. Vous avez parlé également des entretiens qui peuvent être mis en place avec une rémunération derrière. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire évoluer le système pour que la recherche clinique devienne une forme d'entretien pharmaceutique reconnu comme aujourd'hui pour les anticancéreux, pour les diabétiques, pour les asthmatiques ? Alors, c'est une question compliquée. La recherche clinique aujourd'hui est très encadrée par des textes réglementaires, notamment ce qu'on appelle la loi Jardé, selon le type de recherche interventionnelle sur la personne humaine. Les entretiens sont déjà très compliqués tels qu'ils sont conçus aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les complexifier encore plus soit de nature à améliorer leur mise en place, qui pourtant, à mon avis, est souhaitable dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt, je pense, des pharmaciens et notamment des plus jeunes qui sont plus attirés par ce type de mission que par la simple dispensation de médicaments comme on a pu la connaître, quoi. Donc il faut trouver le bon fonctionnement, mais très clairement aujourd'hui on manque d'énormément de données sur le bénéfice en France de ces entretiens dans des populations qui sont concernées par ces entretiens-là. Aujourd'hui, est-ce que faire un entretien chez un patient qui a un anticancéreux oral, ça va limiter les hospitalisations, la iatrogénie, est-ce que ça allonge la survie des patients? Tout ça, on n'en sait strictement rien. Et pourtant, on investit, alors peut-être pas suffisamment d'ailleurs, mais on investit de l'argent public dans ces entretiens. Et donc, on devrait, à mon sens, mener en place des études bien faites pour évaluer ce qu'on apporte et peut-être les arrêter si effectivement l'intérêt n'est pas démontré, ou au contraire continuer dans cette direction-là et au contraire les développer, voire les rendre quasiment obligatoires. Et donc, pour moi, les deux sont finalement très imbriqués. Finalement, la recherche, elle s'applique à tous les domaines d'exercice, en respectant encore une fois la méthodologie, ce qui est important pour obtenir des résultats qui soient robustes et qui permettent bien de répondre à la question qui est posée initialement, qu'il n'y ait pas trop de biais, même si c'est souvent difficile de ne pas en avoir du tout, mais au moins d'avoir des études qui soient les mieux conduites possibles pour aller plus loin dans ces nouvelles missions et les entretiens en particulier.
Alors malgré tout cela, il y a quand même des pharmaciens aujourd'hui d'officine qui arrivent à se lancer, à mettre en place des études. Est-ce que c'est vraiment difficile de faire de la recherche scientifique quand on est pharmacien d'officine aujourd'hui? Tout dépend de ce qu'on appelle recherche. De la recherche, effectivement, on peut en faire euh, un pharmacien qui met en place une enquête de satisfaction dans sa pharmacie pour savoir si les patients sont satisfaits de tel ou tel service ou ont des propositions d'amélioration, c'est un peu de la recherche. Du moins, dans la méthode, ça devrait s'en rapprocher. Par contre, si on parle vraiment de recherche sur des patients pour répondre à des questions scientifiques pointues, là c'est extrêmement compliqué, ça demande d'avoir des accords de différentes autorités qui sont très chronophages, qui prennent plusieurs années, qui demandent des compétences aussi en biostatistique et qui ne sont pas accessibles au pharmacien lambda dans son officine tout seul. Ça me semble difficile à ce stade de faire ça de manière isolée. Après on passe par tous les statuts et j'irai même plus loin, on parle beaucoup aussi de démarche qualité. Aujourd'hui, les démarches qualité, elles passent par avant tout un diagnostic de ses propres pratiques pour essayer de les améliorer, de répondre à des standards minimum de ces pratiques-là. Et c'est quelque part, ça a un peu de recherche aussi. La recherche, elle a beaucoup évolué. Il n'y a pas que de la recherche directement quantitative où on met des patients dans des cases, dans des groupes et on teste soit un médicament, soit un dispositif particulier. Il y a aussi de la recherche en sciences humaines et sociales qui se développe beaucoup et pour les entretiens, ça pourrait avoir un certain sens. Donc il y a cette recherche qualitative et pas seulement quantitative pour recueillir les besoins des patients, par exemple, et adapter telle ou telle prise en charge à l'officine. Et nos étudiants qui sont dans les facultés en 6e année, qui ont des thèses à faire, de plus en plus font ce type de travaux. Donc c'est un peu de recherche et ça implique souvent des demandes à des comités d'éthique pour faire valider ces projets. Sans être des choses qui sont très très compliquées à mettre en place avec des demandes, parce que l'impact sur les patients va être beaucoup moins important et ça va en tout cas pas changer la prise en charge que le patient va avoir par rapport à une autre officine ou avant que le projet lui-même ne soit mis en place. Alors, on va parler maintenant du master que vous avez mis en place à la faculté d'Angers. Mais Aurélie, je vois qu'on a des questions dans le chat qui sont du coup en rapport avec l'enseignement. Dites-nous tout. Tout à fait, des questions très concrètes par rapport à ce sujet. Sébastien, quels sont les prérequis pour pouvoir postuler et les critères de sélection? Alors, les prérequis, c'est d'avoir le niveau pour rentrer en master. Ça, on ne peut pas y couper. C'est avoir au moins le niveau de master 1, c'est-à-dire bac plus 4, puisque là, en master 2, c'est bac plus 5. Donc bien souvent, ça vont être des pharmaciens qu'on va recruter, puisque notre master a la particularité on va en reparler peut-être après, mais de pouvoir valider en même temps, la même année, la 6e année officine et des compétences en recherche clinique qui donnent ce niveau de master. Ce qui fait que c'est un peu limitatif de notre côté, même si au départ, le master se veut plus large sur la recherche en soins primaires, tous les soins de proximité, de premier recours pour les patients. Mais comme on a cette particularité de pouvoir en même temps valider une 6e année, aujourd'hui, on le réserve à des pharmaciens, mais nous discutons actuellement avec des collègues, notamment de médecine, d'autres spécialités, notamment la maïeutique, pour ouvrir ce master de manière plus large à d'autres professions, en le modularisant. Finalement, il y aurait des modules qui seraient communs aux différentes professions et des modules qui seraient plus spécifiques à chacune des professions pour finalement permettre d'acquérir ces compétences nouvelles en recherche clinique sans pour autant allonger les études, comme c'est le cas par exemple pour la filière industrie. Quand on fait un master en 6e année industrie, on valide la 6e année en même temps sans faire une année supplémentaire, comme c'est parfois le cas pour d'autres cursus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, c'est très concret. Et comment sont organisés les cours? Alors les cours sont organisés en présentiel pour la plupart, puisqu'ils sont communs pour une partie avec ceux de 6e année officine. Et donc il y a des cours de dispensation, beaucoup de cours en simulation,
qu'on a beaucoup développé sur Angers, où les étudiants sont vraiment mis en situation très pratique, très concrète pour évaluer le fond, mais aussi la communication avec un patient, que ce soit au comptoir ou lors d'entretiens ou de la médication, comme on l'évoquait précédemment. Et puis il y a une partie des cours, notamment ceux de recherche clinique, qui sont organisés en distanciel, notamment en mode asynchrone, pour permettre par des capsules très courtes, d'une vingtaine de minutes, sur une thématique très particulière à chaque fois, d'adapter complètement au public qui regarde ces capsules, avec des systèmes de chat qui permettent de répondre à des questions, de forums. Il y a des classes virtuelles qui sont synchrones à la fin de chaque module pour poser des questions. Et puis il y a quand même en présentiel des ateliers thématiques sur présenter ses résultats, sur analyser des résultats, écrire un article scientifique, où là il faut que ce soit vraiment très concret. C'est des après-midi entières de 4 heures dédiées à ces ateliers. Il y a quelques cours également qui sont communs avec d'autres masters, notamment tout ce qui est transversal sur la bibliographie, sur la réglementation de la recherche ou sur les statistiques. Tout ça, c'est mutualisé avec d'autres masters parce qu'il n'y a pas de particularité pour ce master-là. Moi, j'aimerais bien savoir, Sébastien, vous nous avez présenté le master, mais c'était quoi la genèse de l'idée? C'était une demande de la part des étudiants, du corps enseignant, d'autres professionnels de santé ou même des pharmaciens installés? Comment vous est venue l'idée? L'idée est venue de manière plus globale par, au départ, la volonté de pharmaciens d'officine qui souhaitaient continuer à exercer, parce que c'est le métier qu'ils avaient choisi, enfin, vraiment de jeunes pharmaciens qui étaient à peine sortis de la fac. Ils voulaient donc continuer leur activité parce que c'est ce qui leur plaisait, c'était vraiment le sens du métier qu'ils voulaient exercer, mais qui en même temps voulaient transmettre, partager leurs connaissances, leur expérience, et donc devenir enseignant à la fac. Et donc pour devenir enseignant à la fac, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a globalement 3. Soit on peut être vacataire et venir faire 1 heure, 2 heures de cours par-ci par-là, mais vraiment c'est saupoudré un petit peu par des cours très particuliers, très ciblés. On a des intervenants qui viennent comme ça sur des thématiques définies. On peut être professeur associé, où on a un emploi principal qui est la pharmacie d'officine, comme titulaire ou comme adjoint, et on a en plus un emploi secondaire où on fait quelques heures de cours, une centaine, à la faculté. Mais finalement, on n'est pas vraiment intégré au corps enseignant à 100%, puisque notre emploi principal, c'est l'officine. Et donc, on vient globalement, allez, on va dire, une demi-journée ou une journée par semaine à la fac. Mais on reste quand même un peu en marge. Et donc, se poser la question d'avoir des enseignants officinaux qui aient un réel statut d'enseignant-chercheur, parce que les enseignants dont on parlait avant ne font pas de recherche. Et donc, pour faire entrer la recherche à l'officine, c'était beaucoup plus compliqué, même si c'est jamais impossible, mais en termes de disponibilité et de compétences, ça semblait plus compliqué. Et donc, se poser la question de créer finalement un nouveau statut d'enseignant-chercheur vraiment dédié à des pharmaciens d'officine, comme cela du reste existe pour les médecins généralistes. Il y a des médecins généralistes qui sont titulaires de leur poste de maître de conférence ou de professeur des universités. Donc c'est un peu calqué ce système-là que l'on cherche à développer. Et pour ça, il faut obtenir un doctorat d'université, c'est-à-dire une thèse en 3 ans qu'on fait dans un laboratoire de recherche pour pouvoir prétendre à être recruté comme enseignant-chercheur à l'université. Et donc pour faire une thèse, il faut un master avant. Donc finalement, c'est une suite logique, obtenir le Master 2, qui soit spécialisé dans le domaine de recherche que l'on souhaite développer par la suite, faire cette thèse de recherche dans un laboratoire, et on est justement en train de créer d'ici la fin de l'année un laboratoire, une équipe émergente de recherche en soins primaires avec des collègues en sciences infirmières, en médecine générale, etc., pour ensuite pouvoir être recruté à la faculté et créer ce vivier qui permettra de finalement développer cette filière d'enseignants-chercheurs
qui ont aussi un pied à l'officine, parce que je suis quand même assez convaincu que si on veut faire évoluer de manière durable les pratiques à l'officine, il faut d'abord les enseigner de cette manière-là, et donc avoir des enseignants qui pratiquent l'officine, ce qui aujourd'hui est quasiment interdit, mis à part par les professeurs associés, mais sur des contrats limités en durée, qu'on ne peut pas renouveler au-delà d'un certain temps, et avec des disponibilités qui sont elles-mêmes aussi réduites. C'est en tout cas une belle ouverture pour les étudiants. Vous avez tout à l'heure cité les prérequis, donc on a bien compris que c'était des étudiants en 5e et en 6e année, mais ce master peut-il aussi être proposé à des pharmaciens installés qui sont plus ou moins éloignés de la fac depuis quelques années, mais qui ont quand même gardé cette fibre un peu scientifique et qui voudraient un peu formaliser les choses? Est-ce que par exemple, si moi je suis titulaire ou adjoint et que j'ai quitté la fac il y a quelques années, je peux quand même postuler? Mais Romain, nous accueillons avec plaisir. En effet, les inscriptions sont toujours ouvertes pour pouvoir postuler au master. Et d'ailleurs, nous avons cette année une pharmacienne qui était diplômée de la fac de Lille, qui est en train de terminer son master. Hein. Les examens vont avoir lieu la semaine prochaine, donc, enfin dans 15 jours, pardon. Je vais aller un peu trop vite, et va par la suite entamer une thèse d'université, un doctorat à l'université de Lille. Donc c'est tout à fait possible, et au contraire, on cherche à diversifier les publics. La seule chose qui est un petit peu dommage, mais finalement, la pédagogie, c'est aussi la répétition, c'est qu'une fois qu'on est diplômé, on refait une formation qui intègre en partie des cours de 6e année, mais en même temps, les connaissances évoluent tellement vite que voilà, ça ne fait pas forcément du mal de refaire quelques cours sur les médicaments ou d'autres sujets. Donc, c'est possible. Aujourd'hui, on essaie de privilégier quand même des profils d'étudiants qui sont en 5e année, qui veulent valider leur 6e année pour pas perdre une année quelque part. Mais on a d'ailleurs aujourd'hui plus dans les inscrits, hein, on a plus de pharmaciens déjà diplômés. Soit de pays étrangers d'ailleurs. On a aujourd'hui terminé les recrutements. Là, on a eu beaucoup de demandes de pays francophones à l'étranger. On a dû être assez sélectif, hein, parce que malheureusement le nombre de places est un petit peu contraint. Mais il reste quelques places pour des étudiants ou des pharmaciens français. Alors Sébastien, le titre de ce livre, c'est Demain, pharmacien, mais aussi chercheur. Pensez-vous, pour conclure ce live, que dans quelques années, le pharmacien officinal mettra encore plus en avant sa casquette scientifique au comptoir et pourra être un investigateur d'études cliniques de manière formalisée? Je pense que le métier de pharmacien demain sera bien différent de ce que l'on a connu, et voire même peut-être de ce qu'on imagine aujourd'hui. Les pratiques ont beaucoup évolué ces dernières années. On voit bien qu'on a une transition aujourd'hui dans les pratiques. Voilà, de nouvelles problématiques se greffent à ça, avec le numérique qui est de plus en plus présent, avec les objets connectés, avec l'intelligence artificielle. Demain, un ordinateur qui va apprendre en continu analysera les ordonnances bien mieux que des pharmaciens, soyons clairs. Déjà aujourd'hui, des logiciels d'aide à la dispensation sont utilisés, mais leurs capacités vont être autrement plus importantes demain. Donc tous ces outils vont faire que de toute façon, la pratique du pharmacien va forcément évoluer, et qu'il va falloir justement utiliser la valeur ajoutée que le pharmacien peut apporter. Et cette valeur ajoutée, à mon sens, elle peut tout à fait être trouvée par la recherche, que ne pourra justement pas faire une IA, ou pas de cette manière-là, avec le contact avec le patient, avec la réflexion sur les besoins, sur l'empathie qu'on peut trouver. Et donc, de toute façon, qu'on le veuille ou non, les pratiques sont amenées à être révolutionnées dans les années qui viennent. On fait déjà plus beaucoup de préparation dans les officines, mais je pense que demain on en fera encore moins, parce que ce seront des robots qui feront ces préparations, comme ça se développe pour les chimiothérapies à l'hôpital. Il est clair qu'il faut vivre avec son temps, il faut accompagner ces changements, parce que sinon on va les subir, et que justement la recherche
Aujourd'hui, elle doit plutôt être orientée sur comment faire pour vivre dans ce nouveau monde finalement qu'on est en train de construire, les enjeux de développement durable aussi qui peuvent se greffer. Donc tous ces aspects-là, évidemment, c'est à nous, je pense, universitaires, chercheurs, de les prendre en compte pour préparer l'exercice futur et pas se laisser dominer par les machines ou quelque part contraint de devoir appliquer ce qu'on voudrait nous imposer demain, mais de rester maître de notre destin. Alors, comme vous le dites, et pour conclure, qu'on le veuille ou non, le métier est en pleine évolution, donc autant ne pas le subir. Je rappelle, si vous voulez poser des questions, il y a le chat qui est ouvert, et je crois qu'Aurélie, on a une question dans le chat. Oui, Sébastien, y a-t-il des stages dans ce master? Oui, bien sûr, comme tout master d'ailleurs, et on a là encore voulu faire le lien entre la 6e année officine où un stage de pratique professionnelle est imposé de 6 mois et un stage de master où on doit faire un stage de recherche pendant 6 mois dans un labo de recherche. Et bien on a allié les deux, là encore, et donc on impose pour ce stage, pour ce master, un stage de 6 mois dans une officine pour développer un projet de recherche. Et donc les étudiants vont nous présenter dans quelques jours maintenant, jour de la fête de la musique, leur projet de recherche pour valider le master, puisque le 2e semestre est validé par cette présentation de leur projet de recherche devant un jury pluridisciplinaire. Et certains auront déjà des résultats très, très intéressants à nous présenter. Par exemple, il y a un sujet, je suis en train de penser, c'est savoir ce que font les patients de leurs comprimés d'antibiotiques qui restent dans les boîtes. Ouais, ça paraît tout bête, on parle d'antibiorésistance, mais finalement les conditionnements ne sont pas toujours adaptés. On parle de pénurie d'antibiotiques, et bien qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui les patients? Est-ce qu'ils les gardent, les réutilisent? Il y a un projet qui s'est attelé à ça finalement pour essayer d'améliorer les pratiques et peut-être d'aller voir les industriels en disant voilà, si on n'avance pas de ce côté-là, voilà ce qui se passe et voilà quelles propositions on peut émettre, mais sur des bases concrètes d'études, de vie réelle, de ce que font réellement nos patients, parce qu'on ne pourra jamais les contrôler et c'est toujours qui gagne le dernier mot à la fin. Et de manière concrète, quels sont les débouchés? Les débouchés, d'abord, c'est la pharmacie d'officine, très clairement, puisqu'on valide la 6e année, tout en s'ouvrant à d'autres connaissances pour peut-être mieux comprendre comment fonctionne le domaine de la recherche clinique. Mais le débouché principal qu'on cherche à privilégier, c'est très clairement des postes de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs dans des unités de recherche, dans des universités, pour justement développer ce vivier d'enseignants chercheurs qui ont cette double compétence de pharmaciens, de proximité et de chercheurs d'excellent niveau, comme cela existe déjà pour la médecine générale ou maintenant même pour les sciences infirmières. De belles perspectives à venir pour la profession. Je crois qu'on peut conclure sur cette image. Merci beaucoup Sébastien pour votre présence pendant ce live et pour nous avoir présenté ce master, je le répète, de valorisation de la recherche officinale. Si on veut en savoir plus, on peut vous contacter ou il y a peut-être un lien directement sur la fac? Si on cherche dans un moteur de recherche bien connu, Master 2, VRO Angers, on tombe normalement sur la page de l'université qui présente ce master et on peut tout à fait me contacter pour des renseignements. Et encore une fois, il reste des places pour la prochaine rentrée qui est le 19 septembre. Cette rentrée, donc si parmi vous des pharmaciens sont motivés, intéressés, veulent faire bouger les lignes et développer les connaissances à l'officine, mais surtout qu'ils ne se privent pas de ce plaisir, on sera ravis de les accueillir à Angers, qui est une excellente ville pour ceux qui ne connaissent pas encore Angers. Très belle ville, étudiante également. Et je l'ai bien noté que les pharmaciens, même un peu plus âgés, ont quand même la possibilité de postuler. Ça, c'est une bonne chose. Merci Aurélie pour votre participation. Je rappelle juste que vous pouvez télécharger la présentation du master également dans Pharmacy Lunch. J'ai mis le lien dans le chat. Merci Aurélie, voilà, j'ai plus rien à vous dire. N'hésitez pas à aller sur la plateforme pour poursuivre cette conversation et nos échanges. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain live. Merci beaucoup. Un grand merci à vous pour votre invitation et très bonne soirée à tous.